Nicolas, 42 ans, je suis donc confiné avec ma fille Eva, 10 ans. On est à Joinville-le-Pont. Moi, je suis quelqu'un d'assez actif dans pas mal de dynamiques, la Suite du Monde notamment, qui met à disposition des terres agricoles et c'est de permettre une organisation communaliste sur les territoires ruraux. J'avais une vie organisée en nomadisme pendulaire entre les communes imaginées et Paris, Joinville-le-Pont. Et puis forcément, comme tout le monde, je suis ici depuis un petit bout de temps, bloqué. On avait un peu anticipé, donc on a commencé à préparer des pots, on va en parler, pourquoi on fait ça. Et si tu veux bien, j'essaie de présenter l'initiative et pourquoi on a initié cette idée de challenge de fenêtre collective, ça te va? Bah vas-y. Impeccable. Parce qu'on essaye de faire quelque chose qui ait du sens. C'est une action qui est aussi politique, qui se veut essayer de participer à une réponse auquel on peut tous mettre les mains à la terre, en termes d'enjeux de résilience notamment et de reconnexion au vivant. Donc on s'est dit que comme pas mal de gens se lancent des challenges ces jours-ci, ça serait pédagogique dans les familles, puis pédagogique parce que les fenêtres, ça se voit dans la rue, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des municipalités, qu'on se réapproprie un peu tous nos fenêtres. C'est ce qu'il y avait de plus commun. Il y a plein de gens qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas l'accès à leur toit non plus ou autre pour planter, et qu'on essaye de partager les uns les autres nos pratiques. Et puis comme on est confiné, on y passe un temps fou, donc on regarde presque les plantes grandir en temps réel en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui fait du bien de toute façon. C'est intergénérationnel, ça ne nécessite pas forcément de compétences, et donc je finis par ce dernier point-là. Je n'ai aucune légitimité à ce que je vais vous raconter, parce que je ne parle que depuis mon expérience. Je ne suis pas ni formateur, ni animateur de conférences ou autre de ce type. Et sur ces sujets, j'interviens parce que ça m'a été proposé, que je trouvais ça très drôle, moralité, de vous présenter ce que nous, on a fait, notre humble expérience à nos fenêtres. Super. Et donc vous avez un hashtag, c'est ça, où ensuite vous prenez vos fenêtres en photo et Ouais, fenêtre collective. Non, pas du tout. fenêtre Fenêtre collective. comestible. Mais quel mauvais commercial. Fenêtre comestible. Tout attaché et au singulier. Et qui Ça permet sur marche. Facebook, sur Twitter, sur d'autres réseaux de pouvoir signaler qu'on a participé à ce challenge. Voilà. L'enjeu étant aussi que les élus, les voisins soient sensibilisés à ces questions, que ça puisse faire débat. Et puis vous allez voir, ça fait débat. Ce n'est pas forcément anecdotique d'avoir quelques kilos de terre à sa fenêtre. Ça fait réagir autour. Ok. On y Toi, tu as va? eu des réactions, par exemple? Ouais. On a un voisin qui n'aime pas du tout ce qu'il appelle mon caca de poney, c'est-à-dire un compost. Alors la vie étant faite de manière assez originale, le voisin en question de formation, il est jardinier, aujourd'hui à la retraite, mais toute sa vie, il a fait des jardins. Je vous les présente rapidement, ces fenêtres, et puis on essaie de Vas-y. dérouler les quelques points. Donc là, ici, on est dans le salon. J'y reviendrai, mais le salon, c'est la pièce quasiment la mieux exposée qu'on a, puis celle où on passe le plus de temps. Donc j'y ai conçu deux grands pots protégés et qui bloquent les volets. Et on a des extensions avec 3 pots à l'extérieur. Je vous les présenterai individuellement tout à l'heure. J'allais faire un petit tour rapide. Ça, c'est la serre de plan qui s'est effondrée cette nuit. Est-ce que vous la voyez? Quasiment, elle était 2 fois, 3 fois plus pleine et trop pleine. À 6 heures du matin, on a eu une petite catastrophe. Allez, on se balade dans la maison. Ici, vous avez la chambre de la puce qui est en train de ranger. Bonjour Eva. Et vous avez donc une autre fenêtre ici avec des simples. Il y a des basiliques notamment des deux côtés. Vous avez du romarin, on y reviendra tout à l'heure. Et 3 grands pots ici avec toute la surface à l'horizontale. C'est du thym, pas du romarin? T'as raison, c'est du thym qu'on a eu chez toi. Et puis des petites salades. Vous verrez, il y a des salades un peu partout. Vous noterez aussi sur les côtés. On en reparlera. Des cabanes à insectes, parce que c'est un écosystème global. Dernière fenêtre, et celle-là, elle est beaucoup moins bien exposée, comme vous le voyez. De l'autre côté, on était sud-est. Là, on est nord-ouest. Au fur et à mesure de l'été, ça va bouger. On a un petit peu de laitue, et puis on composte. On fait un petit compost de surface qu'on intègre après à la terre. Et j'y reviens. Ça peut être le sujet numéro 1, c'est comment faire du sol vivant. Alors là, pour le coup, pour ceux qui vont se mettre à bricoler tout de suite leur terre, ça va être un peu compliqué, parce que le premier des conseils, c'est évidemment de ne pas commencer au printemps, mais de commencer à jouer pendant l'hiver. On a une particularité, c'est que nous, on a des lapins. Et donc, avec ces lapins, on a accès à de la paille dans laquelle il y a pipi, caca de lapin. C'est très riche. On en met à la fois de ce paillage dans les pots, sous la terre, et on paille évidemment dessus. Ça a le mérite l'hiver qu'il y a des petites pousses, ça sert d'engrais vert, à partir des graines qui n'ont pas mangé et qui sont dans la paille. Et donc ça fait vivre cette terre pendant tout l'hiver, qu'on arrose, qui est à température, qui se réveille quand les températures commencent à être un petit peu meilleures. Et d'ailleurs, pour suivre les températures, petit conseil, nous on a carrément mis un petit thermomètre au pied de la petite vigne. Voilà.
Donc, pour avoir un sol vivant, moi, ce que je vous recommande, c'est de surtout pas ne mettre que du terreau, mais d'apporter du compost. Nous, on n'en avait pas de la qualité de celui qu'on souhaitait avoir. Donc, on a fini par aller chercher du compost à une ferme pédagogique à côté. La ferme pédagogique qu'on a été voir, c'est celle de Reuilly, pour ceux qui sont dans l'Est parisien. Rony. Bonjour Hélène, de Jardin Commun, qui est derrière moi, et qui me corrige quand je dis des bêtises. Et ils ont du compost qui est donc c'est une ferme pédagogique municipale qui est composée, ce compost, des déchets de la ville et des déchets de leur ferme, et notamment le fameux caca de poney, qui a un rendu un petit peu particulier. Parce que vous allez le voir, il est très noir dans le fond de certains pots, et on y reviendra. Je le récupère puisque je le réintègre à d'autres pots qui en ont un petit peu moins. Donc pour ce premier point, sur le sol vivant, commencer le plus tôt possible, ne pas mettre que du terreau, c'est très dommage. Nous, on a pris le soin cet hiver d'aller chercher un petit peu de terre de forêt, ça nous permettait d'amener vraiment de la vie là-dedans. Et donc on a un mélange compost, paille, terre de forêt, et j'en ai oublié, du terreau, puisque, in fine, il y a un petit peu de terreau qui est apporté, ne serait-ce que via les plants. Je vous remonte les petits plants pour le coup. On les fait avec quasi que du terreau. Et puis, si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure de quand faire ces plans, quand les sortir, etc. Si j'avais un second conseil à passer en dehors d'essayer de d'abord travailler son sol, c'est une partie importante, c'est celle de se poser la question de comment on va utiliser ces fenêtres. Typiquement, moi j'ai mis des extensions sur les côtés avec des cagettes. Donc, il y en a qui sont des petites cabanes à oiseaux ou à insectes. C'est une superbe activité de confinement, je vous la recommande. Si c'est très mal filmé, vous intervenez, vous me le dites. Il y en a aussi qui sont des extensions qui me permettent de poser là des petits plants au soleil au-dessus. Ils n'y sont pas, ils sont tombés cette nuit. Et de mettre ici un petit peu de menthe, un petit peu de basilic par exemple. Là, ici, les deux pots pour pouvoir mettre des très grands pots sont donc superposés en partie. Ça me permet d'avoir plus de terre que la surface de la fenêtre ne le permettait. Ensuite, comme les volets sont condamnés, vous dites que si vous faites une fenêtre comestible avec ces densités de peau et de terre, vous ne risquez pas de fermer les volets à aucun moment. Moi, j'ai structuré, donc on a mis ici un petit bâton qui est fixé de l'autre côté. Cela aussi, qui nous évite de nous-mêmes, avec nos corps, allumer les plantes. Ça va permettre à cette vigne, c'est un raisin chasse-là, mais aussi à toutes les tomates. Ne faites jamais ce qu'on a fait, ne les sortez pas dès maintenant, on en reparlera. De pouvoir venir s'accrocher, puis de faire un petit tissage très sage sur lequel elles vont pouvoir trouver du renfort. Le chasse-là, il peut faire jusqu'à 3 mètres. Ça va occuper beaucoup la fenêtre. Telle que vous la voyez, cette fenêtre-là, elle devrait être quasi remplie à la fois par les tomates, le raisin, les haricots. Il y a des petits haricots là, des petits haricots là, là aussi. Alors, j'avais essayé de faire un ordre du jour avec différents points. Évidemment, forcément, je ne m'en souviens pas, sinon ça serait trop facile. Ici, il y avait un truc drôle, ça y est, je m'en souviens. Je vous avais mis dedans que je vous recommandais de faire même un design. Nous, on l'a fait. Il y a quelques semaines, on s'est amusé à dire, voilà, il y a la fenêtre que je viens de vous présenter, par exemple. Puis il y a l'autre fenêtre qu'on peut aller voir, celle de la cuisine. Donc, on est passé rapidement. Puis on a même accès à un toit, donc on fait des bêtises sur le toit aussi. Et ça permet d'envisager ce que vous voulez faire. Moi, le conseil que je donne dans ce cas-là, si on est en famille, c'est de surtout pas se poser la question tout seul, celui qui a la passion du jardinage ou qui a envie de s'y mettre, mais demander à ceux qui vont manger avec vous. Et à ce titre-là, la personne qui prend la décision ici, c'est surtout Eva, 10 ans, et qui préfère les tomates à autre chose, qui va préférer telle épice ou telle herbe ou tel fruitier, par exemple. On pourra reparler des petits fruitiers. Et là, on attend des mûriers, des framboisiers, des kiwis auto-fertiles en plus de la petite vigne. Et tout ça peut se faire assez facilement si vous avez une bonne exposition. Alors, plutôt côté est, ouest, sud que nord. Dans tous les cas de figure, évitez le nord. On peut y mettre quelques salades, mais ce n'est pas formidable. Je fais une petite pause. Je vous laisse, peut-être il y a des questions ou des interventions. Alors il y a des questions. Il y a une question de Caroline, par exemple. Est-ce qu'il y a des endroits pour récupérer des pots de seconde main plutôt que d'en acheter? Hélène avait un conseil, c'est de passer voir à côté des cimetières qui en jettent régulièrement. Je vous avoue que je n'ai pas testé. Nous, on essaye d'en récupérer aussi quand il y a les dépôts, comment on appelle ça, les déchets encombrants. À Joinville-le-Pont, c'est le dimanche et il y en a très régulièrement dans ces cas-là. Mais je n'ai pas de bon plan particulier à donner, si ce n'est les groupes d'entraide et de ne pas hésiter à le signaler. Les groupes Facebook sont assez efficaces pour ce genre de requêtes et quelques groupes Telegram notamment.
Et sinon, vous tapez sur votre navigateur préféré, vous tapez DIY jardinage, et là, il y a plein d'idées pour récupérer des vieilles casseroles, des chaussures, des bouteilles en plastique. Il y a ta vidéo qui s'est arrêtée, Nicolas. Oh, pardon, excuse-moi, je reviens. Oui, donc ta technique du cimetière est confirmée par Cathy, qui dit qu'en effet, elle a récupéré une bonne dizaine de pots. Super. Les J'ai vraiment une sale faussières, tête. Hein. On s'est réveillé cette nuit. Je suis désolé. J'aurais aimé vous accueillir en pleine forme, mais là, j'ai l'impression que j'ai une tête de croque-mort. Excusez-moi. mais c'est super. Tu as d'autres Et questions alors, du coup, tu disais, alors, bien, il y avait quelque chose, je n'y connais rien en jardinage, j'ai cru qu'il fallait comprendre par commencer par des semis. Où est-ce qu'on peut se procurer des semis? Et qu'est-ce qu'on sème en ce moment d'ailleurs? Ok. Alors, on va prendre la question un tantinet différemment. Si on ne part pas forcément de semis, on peut partir de graines aussi. Nous, on a des sacs de graines. On récupère ces petites graines à la fois en collectant. Et d'autre part, on en récupère en achetant. Il y a plein de sites et ils fonctionnent aujourd'hui puisque c'est des denrées considérées depuis maintenant 10 jours de première nécessité. Donc les sites ont réouvert, ils ont mis quelques jours. Et quand on part de plants, là par exemple, pas quand on part de graines, là, par exemple, on est sur de la tomate. C'est beaucoup plus simple de faire ça à la maison. Ça engage moins de budget. Un sachet de graines, ça va être 2, 3, 4 euros. On fait aussi de la récup. Par exemple, on a une prairie fleurie comme ça qu'on a récupérée. Et puis toutes ces petites graines sont en sachet ici. Vous avez du haricot, vous avez du pois, vous avez des tomates. Bref, mon premier conseil, c'est d'essayer pour la plupart des choses de partir, surtout là, en période de confinement, où vous pouvez vous faire livrer beaucoup plus facilement des sachets de graines, de partir de la graine. J'ai fait exception, évidemment, sur la vigne, que vous voyez là. J'ai fait exception sur autre chose aussi, c'est sur la salade, où on a réussi à se trouver des tout petits plants de salade, ça ne vaut pas cher du tout. Cette laitue que vous voyez là, par exemple, là telle qu'elle est, elle a été plantée la veille du confinement et déjà mangée hier. On la ponctionne, on pince, on prend les grosses feuilles autour. Il en reste d'ailleurs, il y en a encore là. Hop, ça c'est de la laitue, on en a sur toutes les fenêtres. Il y en a 3-4 par fenêtre qu'on mange. Et qui, celle-là, a été achetée en plan. Ça se trouve aussi même en supermarché ou sur les marchés. C'est pas très compliqué de s'en procurer. Parfois plus simple de partir des graines. Qu'est-ce qu'on plante en ce moment? On est à la meilleure période, donc là, on peut quasiment tout planter. Hein. On ne va pas vous faire un calendrier des semis trop complexe, mais ils sont tous accessibles en ligne. Vous tapez calendrier des semis, vous en avez des dizaines. C'est le bon moment, notamment, pour tout ce que les gamins adorent, et notamment les tomates, les petites salades, etc. Vous pouvez planter, semer jusqu'à juin, et moi, je commence à partir de mi-février, grosso modo. Et après, on fait ce qu'on appelle du forçage. Nous. Déjà, parce qu'on est très joueurs, et ne faites pas du tout ce que je suis en train de vous montrer là. Donc là, par exemple, c'est un bébé basilic qui est déjà dehors depuis une semaine. Voilà un autre, bébé basilic dehors depuis une semaine. Voilà un autre. C'est pas du tout la période. Il faut attendre. Normalement, on attend après les seins de glace. Là, vous avez même du piment ici. Ah, très bien. J'attendais cet élément avec impatience. C'est On, quand les on seins a de glace? Qu'est-ce que les c'est seins de déjà? glace, ils vont falloir attendre jusqu'au 14 mai cette année, donc ça nous fait très, 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 très tard. Et il fait un temps incroyable. Ça fait plus de 10 mois qu'on est au-dessus des normales saisonnières, pour ne pas dire plus de 10 ans. Donc, c'est très tentant d'essayer. Alors, pourquoi je fais ces expériences et pourquoi je vous en parle? C'est que ce n'est pas une règle absolue, les seins de glace. Il se peut tout à fait qu'il n'y ait pas de gelée qui soit tragique pour vos tomates que vous avez sorties. Puis, ça permet qu'elles s'acclimatent un petit peu. Là, cette nuit, il a fait relativement froid. Je n'ai pas eu de dégâts majeurs a priori. Je reviens juste sur les méthodologies pour arriver à avoir de manière régulière quelque chose de fertile. Vous avez aussi possibilité de bouturer. Là, par exemple, ce que vous voyez ici, la menthe qui est là ou le basilic qui sont là, c'est une copine qui les avait achetés pour chez elle. On pince, on en coupe une, on met dans l'eau. Hop, ça donne, alors ils viennent d'être mis ceux-là, mais ça donne des petites. Il y en a? Ouais, toutes petites. Ça donne des toutes petites racines. Et quand les racines font 2, 3, 4 cm, eh bien, vous pouvez les remettre en terre. C'est le cas ici, par exemple, avec des petits semis de tomates qui se sont cassés la gueule cette nuit. Donc, ils ont tous une sale tête. Les cactus sont encore là. Voilà pour cette première question, peut-être, sur les semis et les Super. dates. Alors, il y a plein d'autres questions. Alors, déjà, il y a des gens qui disent pour les semis, les boîtes d'œufs utilisées, c'est super sympa. En effet, j'ai testé, ça marche bien. Les Ouais. gens posaient des questions sur pour les graines, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Est-ce qu'on peut les faire soi-même en récupérant? Où est-ce qu'on peut avoir des variétés anciennes? Donc, je me suis permis de donner les sites de Agrosemences, Cocopelli, Sainte-Marthe. Et j'ai dit aux gens de ne pas acheter des plants ou des semences où il y aurait marqué F1. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus là-dessus?
Oui, essayez d'être sur des graines qui sont bio, idéalement des semences paysannes, jamais de F1. Et après, est-ce qu'on peut faire ça à la maison? Si justement vous achetez des légumes en supermarché qui eux-mêmes sont des F1, ils ont été faits pour être stériles, donc pour ne pas pouvoir être replantés ou à défaut de donner peu ou pas de fruits. Mais c'est possible au contraire de récupérer ses propres graines. Et sur les tomates, typiquement, c'est super efficace. Vous prenez vos plus belles tomates, 2, 3, 4 chaque année. C'est celles-là dont vous récupérez les graines et que vous mettez à sécher et que vous plantez l'année suivante. Les paysans, les gens à la campagne font ça assez régulièrement et ils compètent de la plus grosse tomate moralité. Si vous aimez grosse, c'est assez drôle comme ça. On peut le faire avec les fleurs, on peut le faire avec pas mal de trucs. Il y a une difficulté, c'est sur les courges notamment, puisque ça a tendance je trouve plus mes mots, à muter, à se transformer. C'est pas le mot exact, mais vous aurez compris. Ce qui fait que si vous n'avez pas pu préserver vos courges de la présence d'autres courges au moment où elles sont en fleurs, et a priori, il y a des chances que vous ayez un hybride l'année d'après et pas du tout ce que vous souhaitiez avoir. Je suis vite, hein. J'essaye de rester dans la vulgarisation aussi. C'est bien. Et il y a des gens aussi qui sont un peu deck parce qu'en fait, ils ont une seule fenêtre et ils sont au nord. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pousser? Super dur, parce que je fais ça avec une petite fille et parce que vous l'avez compris, le premier enjeu, c'est pas de nous arriver. Ah, j'ai perdu quelqu'un, peut-être toi. Moi, si je suis encore là, Non, si je non, parle pas. tout va bien. Okay, c'est Ouais, bon. on t'entend. Nous, on fait ça, on est des enfants. Hein. Moi-même, je suis un enfant, on joue, donc c'est pas un sujet de nous alimenter principalement. Ça va participer à notre plaisir alimentaire, mais c'est pas le principal sujet. Moralité, on l'a fait aussi quand on était exposé, malheureusement, par le passé, à un endroit où on était plein nord. Il n'y a pas grand-chose. Vous n'arriverez pas à avoir grand-chose. 2-3 salades qui pousseront pas vite. Peut-être un tout petit peu de pois. Qu'est-ce qu'elle avait bien aimé? On avait les fèves qui poussaient un peu au nord. C'est vraiment pas grandiose. Peut-être que dans ce cas-là, vous pouvez avoir accès à un petit bout de toit où on pourrait en reparler, demander l'obtention d'un bout de friche avec vos voisins. S'il y en a qui ont des jardins qui sont inoccupés, vous tournez peut-être vers des jardins privés. Puis on essaie de négocier avec des institutions en tant que jardin commun, qui est un collectif, notamment la RATP, pour essayer de rendre comestibles et communes leurs friches aujourd'hui inoccupées. Il y a plein d'autres chemins que simplement la fenêtre. Je pensais peut-être vous faire grimper sur le toit pour vous montrer, on en parlera tout à l'heure, mais sur les toits plats, et même si ce n'est pas des toits sur lesquels il y a des autorisations d'aller gambader, danser, etc., vous pouvez retourner des cagettes, ça préserve déjà d'un contact direct avec le toit, qui sont souvent dans un goudron dégueulasse, et semer et planter, en y montant vos plants en attendant quelques jours. Je l'ai déjà fait, mais il ne faut pas le faire. Idéalement dans des sacs et pas dans des pots, comme ça, s'il y a un coup de vent, vous ne blessez pas grand monde. Des tomates, moi je le fais avec les tomates jaunes poires, des petites cerises et des tomates rouges cerises. Comme ça court sur le toit, c'est vraiment en plein soleil, ça ne subit pas l'ombre, parce que les difficultés principales des fenêtres, c'est que vous avez le soleil qui va tourner très rapidement. Et d'ailleurs, dans votre observation, vous risquez, si vous commencez à regarder en février-mars, à trouver que le soleil il rentre bien dans les pièces. C'est plus vrai du tout là maintenant. Le soleil, si on regarde par terre, il rentre plus dans les pièces. Il est trop vertical et donc il n'y a plus du tout les mêmes expositions. Donc pour tout ce qui est vraiment dehors, je suis dans quel sens moi? Je suis comme ça. Pour tout ce qui est vraiment dehors, ça ne change pas grand-chose. Mais par exemple, pour les plants qui eux étaient exposés à l'intérieur, ils n'ont quasiment plus accès au soleil à l'intérieur maintenant. Ok, super. Bim Bam Boum, est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne? Comment on fait en plein été, en pleine canicule, et comment on fait quand on part 3 semaines? Ok, 2-3 trucs. Quand on est sur un balcon, sur une fenêtre ou autre, le problème de la canicule, il est quand même beaucoup plus facile à gérer que quand on est en plein champ avec des hectares à aller arroser. Donc, c'est relativement facile de mettre un peu d'eau à plusieurs moments, le matin, le soir, et de gérer à ce qu'il n'y ait pas un stress hydrique invraisemblable. À l'inverse, quand on part, ça peut être problématique. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets des bouteilles à l'envers avec un tout petit trou pour que ça puisse fuir. Ça existe avec des pots en terre, des jarres qui sont faits exprès. C'est vraiment très pratique. Mais ça ne résout en rien le problème intégralement, qui plus est en pleine canicule. Hein. Ça ne peut pas permettre 100% de l'arrosage. La meilleure option, comme dans plein de problèmes dans la vie, c'est d'avoir plein d'amis. C'est d'avoir des amis qui passent et qui viennent arroser un petit coup si vous voulez partir 3 semaines. Après, pas de folie, il y a quand même des chances que cet été, vous ne partiez pas 3 semaines en vacances. Hein. Si vous n'avez pas conscience, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais vous pouvez prendre soin de vos potagers à la maison, a priori. Ah, je peux perdre ton son. Peut-être c'est que moi. Il y a quelqu'un qui partageait, il y a quelqu'un qui te remercie pour les blagues. Est-ce que vous avez un site préféré pour les infos avec des associations de plantes?
D'ailleurs, j'en profite, je pose des questions à Nicolas, mais je me dis qu'il y a sans doute plein de gens qui savent un peu. J'ai vu qu'il y avait Aurélien qui était en ligne. Donc, si vous avez les réponses, n'hésitez pas aussi à les écrire sur le chat ou à réclamer la parole, hein. Mais là, la parole est à toi, Nicolas. Je vous laisse même répondre à celle-là. Je vous laisse répondre sur le chat, ça sera plus efficace avec des liens. Ils ne se valent pas tous, mais il y en a des tas. Et puis, croisez vos sources, c'est le plus efficace. Moi, j'ai plus tendance à aller sur les groupes de discussion, notamment Telegram que j'utilise beaucoup. Ça permet de parler avec les uns et les autres et de s'échanger ces ressources qu'on a tendance à fédérer ensuite sur les pads. Il y a notamment un groupe Jardin Gilets jaunes, Jardin GJ, qui est assez dynamique, voire trop en ce moment. Et puis voilà, il y en a plein, vous les trouverez facilement, et notamment dans le réseau Covid Entraide que je vous invite à rejoindre, qui s'est spontanément organisé. C'est un réseau autogéré qui, face au Covid, essaye de permettre qu'il y ait de l'entraide sur tous les sujets, et ça va jusqu'au troc de graines notamment et au conseil jardinage. Super. Et j'en profite d'ailleurs, je crois qu'il y a une association qui s'appelle les Cols Verts qui vient de lancer un MOOC sur l'agriculture urbaine. Donc, si vous avez envie d'investir vos toits, des jardins partagés, des friches SNCF, je vous encourage à rejoindre ce MOOC. Vous avez normalement les gens qui sont dans le programme Réaction Alimentation. Je crois que j'ai mis le lien dans le mail de ce que vous avez reçu ce matin. Alors, petite question. Ah, ça, c'est une question qui me plaît parce que moi, du coup, maître composteur, c'est la question qui revient un peu souvent. C'est j'ai beaucoup de moucherons autour de mes plantes sur le balcon. Déjà, est-ce que c'est normal et comment je peux les éviter? Bon, alors il est déjà possible qu'on ait des moucherons, des mouches, des moustiques sans avoir de plantes, hein. Ça peut arriver. Nous, par exemple, on est en bord de Marne. L'année dernière, je n'avais pas de plantes quand on est arrivé fin juillet. On était envahi de moustiques. Il ne faut pas forcément toujours accuser vos plantes. Par contre, c'est bien, c'est que ça permet de pointer un sujet qui a été listé dans les sujets évoqués et qu'on n'a pas du tout traité, qui est celui des eaux, non pas usées, mais des eaux riches qu'il y a dans les pots. Je vais vous montrer une petite astuce. Hop. Moi, j'ai fabriqué un truc qui s'appelle la pompe. J'ai l'impression d'être Léonard de Vinci quand je fais ça, ça me coule dessus. C'est une bouteille qui est relativement souple. Ça marche, ça? Ouais, ça marche. Donc, ça me permet d'appuyer dessus avec une paille. Je mets ça dans les fonds de pot et en lâchant, ça aspire, ça se remplit et c'est cette même eau qui est plus riche que je vais aller mettre dans d'autres pots. Ce qui fait que je ne laisse pas du tout, c'est-à-dire très mauvais pour les racines, d'eau en fond de pot. 1 heure, 2 heures après avoir arrosé, je récupère cette eau-là ou l'arrosage d'après et donc j'évite de laisser des eaux qui pourraient être fortement colorées. Donc c'est notamment le cas, moi j'ai des pots où il y a énormément de compost, le fameux caca de cheval. Ça sort un jus noir, odorant. Faut pas le laisser, ça serait pas agréable à la maison. À l'inverse, en incorporant à 1/3 ce jus que je stocke moi dans l'arrosage des autres plantes notamment qui n'ont pas accès au compost, c'est un moyen très 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 utile parce que c'est principalement par le liquide, par l'eau qu'elles se nourrissent, les plantes. Hein. Donc, c'est un moyen très utile de leur apporter quelques aliments en plus. Elles vous remercieront même les plantes vertes de l'appartement, la fleur qui dort dans la cuisine. Ça lui donnera un petit coup de boost. Je sais pas ton son. Parce que j'ai enlevé mon son. On se dirige doucement vers la fin. Et du coup, maintenant qu'on a vu plein de tutos, est-ce que, en fait, à quoi ça sert exactement? J'imagine que vous n'arrivez pas à manger à 3 avec ces fenêtres là-dessus. Donc, quelle est la portée politique? Quelle est la portée culturelle? Qu'est-ce que ça change en fait de faire ça? Alors nous, on est en famille. J'ai la chance de grandir avec. Hop, tiens, je vous en montre une autre de fenêtre derrière. Avec ma fille, et c'est une activité en termes de confinement, les activités intelligentes qui permettent de partager ensemble. C'est à mon avis à privilégier. C'est une reconnexion avec le vivant. Je pense que ça c'est super important. On vit des vies relativement aseptisées, urbaines. On vit dans le béton, on vit dans le goudron. On s'étonne presque de entendre les oiseaux en ce moment. Je pense que c'est pas absurde de considérer, et peut-être parce qu'on a du temps pour se poser les bonnes questions et pour faire ces activités saines, de mettre les mains dans la terre et de faire ça. Non, c'est pas le cœur de l'alimentation qui va en dépendre, de votre alimentation du foyer. Quoique si vous avez beaucoup de fenêtres, des toits plats, des potagers, on arrive quand même à avoir une partie d'autonomie, mais il faudrait beaucoup plus que ça. C'est un vrai enjeu aussi pour moi de pédagogie vis-à-vis, je disais en début d'intervention pour ceux qui n'étaient pas là, vis-à-vis des élus, des voisins et autres. Je pense qu'il faut réquisitionner une partie des friches urbaines pour les rendre communes et comestibles, nourricières. C'est très long, c'est très lent et le report des municipales ne va pas nous aider pour tous ceux qui avaient des négociations en cours, parce qu'ils ne prennent pas de décision en réalité dans ce délai. Il y a une véritable urgence. On n'est pas à l'abri d'avoir une crise alimentaire.
Alors, si tous on met un peu les mains à la pâte, si tous on évite de passer la journée à se plaindre que l'État fait pas telle ou telle chose, mais qu'on essaye de se mobiliser, ce sera aussi l'occasion de faire ensemble, parce que par-delà les fenêtres, si on se met à les jardiner, les jardins des copains, les friches, les pieds d'immeubles, etc., c'est l'occasion de lien social, et je pense qu'on en manque, et que c'est forcément une des solutions, l'entraide, le lien social, se faire plein de nouveaux amis, à la sortie de cette crise vers le haut. Je ne crois pas beaucoup qu'on en sorte vers le haut, mais on va tout faire pour quand même. Super. Donc, jardiner, c'est se faire des nouveaux potes, en fait, souvent. Ouais, puis c'est de l'imprévu aussi. C'est le vivant, c'est vraiment de l'imprévu. La tour le dit très bien. Regarde cette nuit, j'ai quasi tous mes plans qui sont morts. C'est pas grave, on en refait toutes les semaines de toute façon, parce que la serre s'est effondrée. Mais c'est plein d'émotions. C'est une relation de soins, d'attention. C'est de l'amour que tu as donné à tes petits plans. Ça serait très malvenu de parler d'un petit deuil ou d'une souffrance dans des moments où il y a de tellement plus grande souffrance c'est en jeu. Mais c'est un lien étroit qui se noue avec ça. Bref, je veux dire de la merde. Je reste là. Non, non, c'est assez beau. J'ai pleuré. Et il y a des gens qui te disent merci pour ces belles paroles, Nicolas. Est-ce que tu as un mot de la fin? J'ai demandé aux gens en ligne s'ils avaient une dernière question, mais je crois qu'ils sont… Ah si, il y avait une question sur qu'est-ce que tu penses des billes d'argile pour éviter les eaux stagnantes? Les eaux stagnantes, il faut les récupérer. Faut les Sinon, récupérer. c'est les voisins qui vous le font remarquer. Si vos eaux, en plus, elles ne sont pas particulièrement transparentes, ce qui serait assez normal si votre terre est riche, vous allez avoir la façade de l'immeuble, sinon, qui va être très vite dégueulasse, et notamment s'il y a une grosse pluie et que vous n'avez pas anticipé. Donc, je serais vous, j'essaierai de les réutiliser. C'est en plus super utile. C'est l'intérêt, ça fait un circuit très court. C'est pas ça. Et il y a Ariane, et a priori, il y a d'autres personnes qui se posent exactement la même question. C'est ils ont un voisin un peu ronchon. Ouais. Et elles aimeraient bien réussir à le convaincre de leur prêter un petit bout de jardin. Euh, Quelle est ta technique pour faire ça? Je ne suis pas un magicien. Moi, j'ai toujours eu des voisins chiants partout. Ma faute de m'appeler moi-même voisin. Je pense qu'avec les chiants, on ne gagne pas tout le temps. Il y a des combats qu'il ne faut pas essayer de mener peut-être et puis se concentrer sur d'autres. Après, parfois on gagne, parfois ça marche. Le fait en tout cas d'évoquer l'historique, la réalité des jardins partagés, de la possibilité de mutualiser les ressources qui y sont, de pouvoir apprendre ensemble, d'aller faire des buts, d'aller préparer le sol, etc. Ça peut être quelque chose qui séduit. Mais enfin, si, je ne sais plus quel est le prénom de la personne qui pose la question, mais si son voisin est vraiment un con, je suis sûr qu'elle a mieux à faire de son énergie. Je souhaite en tout cas. Ok, super. En tout cas, sachez que là, on arrive, c'est la dernière minute. Sachez que en fait, on a lancé un petit programme qui s'appelle Réaction, où il y a une centaine de personnes qui le suivent en ce moment, qui donc se posent des questions tous les soirs sur leurs actions qu'on leur propose. Donc, acheter plus local, essayer de mieux cuisiner, jardiner. Mercredi, on commence à rejoindre des mouvements plus collectifs comme Terre de Liens, comme Mimosa, ou devenir bénévole pour des distribs à la ruche qui dit oui, voire devenir saisonnier ou woofer, ou monter son propre drive fermier. En tout cas, si vous avez envie de rejoindre, enfin, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez appris aujourd'hui en plus petit groupe, pour vous donner des pistes. Si vous avez réussi à trouver des solutions pour convaincre les voisins ronchons, n'hésitez pas à en faire part à votre coordinateur, coordinatrice, et on pourra les mettre dans les bonnes pratiques pour la semaine prochaine. Merci immensément, Nicolas, pour cette petite visite de ton intérieur, tous ces bons conseils. Je rajouterai dans le petit mail les différents mouvements auxquels tu appartiens. Donc, jardin, fenêtre, fenêtre, Alors, on a jardin. lancé le challenge fenêtre comestible avec un hashtag. Le collectif qui est derrière, c'est Jardin commun au pluriel, Jardin commun, contrairement à fenêtre comestible. Et puis, je vous ai évoqué tout à l'heure la suite du monde qui essaie d'intervenir en milieu rural, notamment en Dordogne, en mettant à disposition des terres agricoles et en permettant aux gens de mettre les mains dans la terre. Super. Donc voilà, le jardinage, en fait, est un premier pas pour vous emmener beaucoup plus loin vers des combats politiques nobles, justes et durables. Merci à toutes. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ça. Un énorme merci à Nicolas et à toute sa famille qui le reprenaient quand il disait des bêtises. Ce sera enregistré et si vous vous êtes inscrit sur le lien de l'événement, vous recevrez les différents mouvements de Nicolas puis le replay. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.